Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième atelier de l'année. Donc, aujourd'hui, nous accueillons. Alors, attendez, il faut que je retrouve mes. Nous accueillons Isabelle Adouceur et Chantal Bois de la Cité collégiale pour l'intituler Apprendre l'approche SOTL dans l'action, donc Scholarship of Teaching and Learning. Avant de commencer, le REFAD, Réseau pan-canadien, reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter donc rapidement Isabelle Adouceur est professeure à l'Institut de sciences de la santé et de la vie au Collège de la Cité à Ottawa depuis plus de 20 ans. Détentrice d'une maîtrise en géomicrobiologie de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en counseling scolaire de l'Université de Saint-Boniface, elle cherche constamment à actualiser ses méthodes d'enseignement en intégrant de nouvelles approches afin d'offrir à ses étudiants et étudiantes les meilleures conditions de réussite. Associée au UMALAB de la Cité, elle participe actuellement à quelques projets de recherche en innovation sociale, dont deux mettant de l'avant l'approche SOTL comme un moteur de développement professionnel et pédagogique. Euh, Chantal Bois, elle est chercheuse à l'UMALAB et d'Innovacité, professeure et coordonnatrice des cours de français au Collège de la Cité, elle se spécialise en technologie éducative. Ses principales recherches mobilisent les concepts d'alliance pédagogique, de motivation et de compétences communicationnelles. Elle s'intéresse également à la formation des enseignants et enseignantes dans plusieurs institutions scolaires. Donc, Isabelle et Chantal, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la parole. Donc, bonjour, je vais y aller, je vais commencer. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter l'approche Shuttle qui a été réalisée dans la classe de ma collègue Isabelle. Donc, évidemment, l'approche Shuttle, c'est aussi un développement professionnel que l'enseignant, l'enseignante fait. Donc, en se posant des questions, en essayant de voir si elle peut trouver des solutions à ces défis. Donc, ça, pas mal tous les enseignants et enseignantes le font. Qu'est-ce qui diffère ici? C'est vraiment le fait qu'à partir de ce moment-là, la personne devient chercheuse et elle essaie de trouver en lien avec des connaissances, des écrits scientifiques, elle essaie de trouver des stratégies qu'elle pourrait mettre en place dans sa salle de classe pour être capable de relever les défis qu'elle a identifiés. Donc, pour ma collègue Isabelle, ben, elle a fait des recherches et plus loin que ça, elle a été capable de recueillir des données pour voir si ce qu'elle a mis en place fonctionnait. Parce qu'on sait qu'on peut penser que oui, oui, ça va bien, c'est justement la solution miracle, mais finalement, en recueillant des données, on peut s'apercevoir que bon, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, l'approche SOTA, c'est vraiment un moyen non seulement de se questionner sur sa pratique, mais également d'aller dans les écrits scientifiques, de trouver des solutions qui ont été exposées dans ces écrits, de les essayer dans notre salle de classe. Donc, notre salle de classe devient vraiment notre laboratoire scientifique. Donc, l'enseignant-enseignante porte un autre chapeau, fait un pas de recul sur sa pratique pour pouvoir améliorer sa pratique en devenant chercheur. Ben, par la suite, avec les données, évidemment, c'est une possibilité pour la personne, l'enseignant, l'enseignante qui est dans la salle de classe de pouvoir communiquer ces données comme on le fait aujourd'hui, de pouvoir également participer à des écrits scientifiques pour en faire bénéficier là, la communauté scientifique également. Donc, c'est l'approche Suttle dont on va vous parler.
Alors, en théorie, cette approche-là a 6 étapes. Donc, la première étape, c'est effectivement d'analyser la pratique en salle de classe. Peut-être d'identifier certains défis, certaines choses qui fonctionnent moins bien. L'étape numéro 2, c'est un peu la recension des écrits. Donc, si on se questionne sur une approche, une technique qui ne porte pas fruit, probablement qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sont posées peut-être les mêmes questions et qu'il y a des solutions dans la littérature. Donc, on fait des recherches. L'étape numéro 3, on imagine, on conceptualise un changement à adopter en salle de classe ou à notre pratique. La prochaine étape, l'étape 4, on la met en action. L'étape 5, comme Chantal le disait, bien, on évalue dans le fond si notre approche donne les résultats escomptés ou pas. Et finalement, bien, il y a toujours l'étape de communication, donc publication, partage des connaissances pour faire en sorte, dans le fond, que la recherche se poursuive. Alors, en pratique, dans notre projet de recherche, ça s'applique à un cours d'anatomie et de physiologie humaine au Collège de la Cité, donc qui serait plus ou moins l'équivalent du Cégep au Québec. Donc, nous sommes dans un programme général. Et l'étape numéro 1, donc l'analyse de la pratique, dans ce genre de cours-là, il y a beaucoup de contenu. Et je remarquais année après année que les étudiants étaient désengagés. Donc, je faisais l'enseignement théorique et ils prenaient des notes, mais il y avait très peu de moyens de valider si l'information était comprise ou pas. Les étudiants aussi avaient beaucoup de difficultés à faire le lien entre la théorie et la pratique. Et on avait beaucoup d'étudiants à des niveaux différents. Donc, il y avait des étudiants qui ont déjà des concepts, des notions d'anatomie, de physiologie, et nous avons des étudiants qui partent de la base, donc qui n'ont jamais fait de bio ou à peu près pas. Donc, ça donne une classe très, très, très hétérogène. La plupart des étudiants aussi, dans un cours de biologie et anatomie, physiologie, apprennent beaucoup par cœur. Alors, j'essayais de les amener plus loin que ça et aussi de les amener plus loin que la lecture et la relecture des notes de cours comme technique d'apprentissage. Alors, ça, c'était mon défi qui était multiple. Appropriation des connaissances, donc j'ai essayé de relier ça dans la littérature au concept de différenciation pédagogique, soit celui d'offrir plusieurs moyens à l'étudiant de valider ses connaissances. Donc, autant visuel qu'auditif, que numérique, que papier, que en équipe, que individuel. Donc, de vraiment varier les activités, d'une part. Ensuite, j'ai ajouté à cela le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, je me suis dit, si l'étudiant accomplit et réussit certaines activités, probablement que ça va le motiver et probablement que ça va venir jouer sur le désengagement des étudiants en salle de classe. Donc, j'ai fait des recherches au niveau du sentiment d'efficacité personnelle. Et finalement, bien, toutes les activités qu'on fait en biologie vont beaucoup plus loin que simplement la biologie. Donc, bien souvent, on va faire intervenir, par exemple, le travail de groupe ou encore les compétences numériques. Donc, je voulais voir aussi à travers mon projet si les étudiants développent des compétences autres que simplement les compétences en lien avec le cours, donc anatomie et physiologie. Alors, l'étape numéro 3, conception du changement. Je me suis appuyée sur la classe inversée. Donc, les étudiants doivent lire le contenu de la classe avant d'arriver en salle de classe. Et j'ai développé pour chacune de mes classes des espèces de menus que je vais vous montrer tout de suite après, où j'offre une panoplie, dans le fond, d'activités à accomplir sur un concept en particulier. L'étape numéro 4, donc le projet de recherche, le changement a été implémenté l'an passé, donc en 2024-2025, et se continue cette année en 2025-2026. Avant d'aller de l'avant, bien évidemment, on est en salle de classe. Donc, ça fait intervenir le comité éthique. Donc, il faut toujours proposer notre projet au comité pour avoir l'approbation éthique. Donc, ça, c'était la première étape et ensuite l'implantation en salle de classe. Et nous sommes présentement dans les phases implantation, évaluation et communication. Donc, on commence à avoir certains résultats qu'on va vous partager, donc les résultats préliminaires. Et finalement, l'étape numéro 6, qui est vraiment la communication, comme ce matin au sein du REFAD.
Alors, je vous montre un exemple des menus des stations d'apprentissage. Donc, je vous rappelle que c'est un cours d'anatomie, physiologie humaine. Donc, on a à gauche un menu sur le système nerveux. Donc, je leur offre à mes étudiants et étudiantes la possibilité d'étudier le système nerveux en général sous forme de 3 activités différentes. Donc, un quiz qui est numérique, un modèle anatomique que j'apporte en salle de classe, donc le neurone, qu'ils peuvent manipuler, qu'ils peuvent déconstruire, reconstruire pour la portion anatomique, et aussi une activité où l'étudiant doit expliquer à quelqu'un d'autre le système nerveux en général. Sur mes menus, on voit des petits pictogrammes apparaître, là, la petite tête ou encore le petit groupe. Donc, je leur suggère de faire l'activité seule ou encore en équipe. La même chose pour la transmission de l'influx nerveux et la même chose pour tout mélanger, ce qu'on a vu dans la classe, donc des activités de revue plus génériques. Je vous montre aussi que les menus ne sont jamais les mêmes. Donc, par exemple, pour le système urinaire, ben, l'aspect du menu est différent. Donc, on voit 5 thèmes et je propose des activités pour ces 5 thèmes-là en salle de classe. Le petit point bleu qui apparaît, c'est parce que pour certaines activités, il n'y a pas de corrigé automatique. Donc, une fois que la classe est donnée, je leur donne une petite semaine pour faire l'exercice sans avoir la réponse. Et avant l'examen, je vais déposer les corrigés sur mes menus pour que l'étudiant puisse s'auto-évaluer. Ça, c'est un peu l'idée générale du projet SOTL en salle de classe. Alors, on a pensé vous faire participer un peu avec une activité éclair. Donc, si c'est possible pour vous, peut-être d'identifier un défi que vous avez en salle de classe. Ou encore, si vous avez des connaissances sur les défis qui seront partagés ou encore une façon d'aborder le défi, je vais juste ajuster, puis ma collègue Chantal pourra reprendre. Je vais juste aller chercher dans le fond. Donc, Vous avez le code QR. Vas-y, Chantal. Vous avez le code QR ici. Donc, c'est un digipad qui ressemble à un Padlet. Donc, sur lequel vous pouvez justement soit identifier un défi. Donc, si vous prenez quelques minutes pour penser à un défi dans votre salle de classe, je suis certaine que vous pouvez trouver quelque chose, soit au niveau des stratégies d'enseignement, d'apprentissage, etc. Une difficulté que vous avez. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Être capable de prendre un pas de recul pour analyser là, sa pratique. Ou on vous propose aussi, ma collègue Isabelle, à identifier 3 problématiques. Donc, par exemple, le plagiat dans les travaux d'équipe à l'ère de l'IA, intégrer les savoirs autochtones, trop ou pas assez, les impacts du numérique sur l'engagement et la réussite au postsecondaire. Donc, à partir de ces 3 problématiques-là, est-ce que vous avez des connaissances que vous pouvez apporter? Et est-ce que vous pourriez également avoir des solutions? Donc là, on est vraiment dans les premières étapes avant d'entrer dans un processus de recherche. Donc, on vous invite à y participer. Vous avez également le lien que ma collègue a placé là, dans le chat là, pour pouvoir y accéder. Donc, on peut peut-être laisser là, quelques minutes là, pour avoir le temps de penser. Et puis, au fur et à mesure, donc ça fonctionne comme un Padlet. Vous avez le petit plus, vous pouvez ajouter. Donc, soit des défis que vous pensez avoir en salle de classe, ou soit peut-être des connaissances ou des solutions que vous pouvez proposer aux 3 problématiques là, présentées. Je vais ajouter, si vous voulez commenter un post d'un collègue, vous utilisez le crayon, puis vous allez pouvoir ajouter du texte que vous allez pouvoir valider par la suite.
Ah, on a une première petite problématique. Donc, les entretiens visuels et l'évaluation par les pairs. Donc, est-ce qu'on voudrait savoir si les entretiens individuels sont efficaces? Oui, Simon. Est-ce que le micro est ouvert? Je vais l'ouvrir. On vous écoute. Attendez juste une minute, il faut que j'ouvre le micro. Oui, en fait, c'était pas. Je vais avouer que je maîtrise très mal cet outil-là. Je voulais l'écrire comme solution à plagiat dans les travaux d'équipe. Parfait. Donc, c'est ça. Je voulais juste le glisser là. Euh, ouais. Je vais écrire une vraie problématique par contre. Donc, effectivement, une des solutions pourrait être l'entretien et l'évaluation là, par les pairs. Ici, dans notre processus d'approche Shuttle, c'est vraiment de voir est-ce que ce serait vraiment efficace. Donc, oui, certaines recherches peuvent avoir exposé cette solution-là, mais maintenant, après ça, ben, comment au niveau méthodologique, on pourrait le vérifier? Donc, on passe à ce moment-là aux étapes là, plus avancées, 4, 5, 6, pour voir si c'est vraiment efficace. Souvent, il y a des éléments qui nous paraissent très ça va de soi, oui, ça va fonctionner. Puis, avec une approche comme celle-là, ben, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait les résultats que l'on voulait. Comment encadrer les étudiants avec l'utilisation de l'IA? Ben, c'est une problématique qu'on entend parler toujours, quasiment à chaque journée. Donc, il y a de plus en plus, justement, de recherches, de plus en plus de connaissances par rapport à cette problématique-là. À ce moment-là, lorsqu'on regarde les connaissances, ben, on peut voir ben, qu'est-ce qu'on voudrait peut-être essayer dans notre salle de classe. Puis après ça, ben, comment, au niveau méthodologique, comment on va aller chercher des données qui vont nous dire si ce qu'on a essayé est vraiment efficace. Oui, Marie-André. OK. Ben, je ne sais pas si c'est juste moi qui ne comprends pas la plateforme, mais de mon côté, je ne suis pas capable d'écrire dans chacun des sujets. J'ai juste le point d'exclamation. Si, mettons, vous avez un petit Oui, crayon, par bizarre. exemple, le premier. Oui. C'est ça. Fait que c'est juste peut-être pour ça que les gens rajoutent pas, parce que moi, en tout cas, je ne suis pas capable. Donc, placez-le dans le clavardage. On va Parfait. Merci. fonctionner avec le clavardage. Je pense que c'est pas une question de participation, c'est peut-être plus on n'est pas capable de le faire. Hop, vous devriez être capable, je crois. Ah oui, oui. Là, vous devriez être capable de placer d'écrire.
Sur Firefox, oui. Puis j'ai vérifié là, sur Explorer, ça semble fonctionner aussi. Sur Edge, c'est-à-dire. Comment collaborer efficacement dans un travail de groupe? Donc, c'est vraiment quand on identifie les problématiques qu'on veut améliorer, c'est là qu'on peut voir ben, qu'est-ce qui se fait au niveau là, de la recherche. Puis pour faire ça, évidemment, ça prend une pratique réflexive. Donc, il faut faire un pas de recul là, pour voir dans notre salle de classe, là, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer. Ben, comme Isabelle le mentionnait, ben, elle s'apercevait qu'il y avait plusieurs niveaux dans sa salle de classe, au niveau des connaissances, des préalables également. Donc là, elle a mis sur pied une différenciation pour aller chercher chacun des étudiants et étudiantes. Mais est-ce que ça a fonctionné? C'est justement ce qu'on va vous dire après notre petite activité. Ah, Chantal, il faut rafraîchir l'écran, souvent c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui auraient des connaissances sur les 3 problématiques ou sur les autres problématiques qu'on a là, à l'écran? On a quand même plusieurs. Des fois, c'est ce qu'on entend parler, donc des collègues d'autres classes, on entend dire, OK, tu pourrais faire ça, mais on n'a jamais pris le temps d'aller voir au niveau de la recherche. Donc, on a évalué la contribution individuelle au travail d'équipe tout en favorisant la collaboration éducative. Donc, pour voir comment travailler efficacement au niveau du groupe. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, Chantal. C'est plus la recherche de littérature. Donc, les gens, par exemple, qui aimeraient avoir une grille d'évaluation pour justement valider la collaboration individuelle des participants dans le travail d'équipe. Donc, il y avait déjà eu un article qui a paru dans Éductive en 2023. On a d'autres liens également là, dans les autres problématiques. Au niveau de l'impact du numérique, on parle des concepts de charge cognitive, labeur numérique.
On a des articles de l'Université de Sherbrooke sur l'IA également. Donc, évidemment, le processus de recherche prend un temps, doit prendre un temps de réflexion. Donc, faire de la recherche, c'est un processus qui demande de penser, qui demande d'avoir une réflexion là, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on veut faire, puis d'établir aussi une méthodologie. Isabelle vous a parlé du comité d'éthique. Bien, si on s'engage dans un projet de recherche, bien, il faut être capable de remplir toutes les conditions là, pour pouvoir faire le projet de recherche. Donc, c'est ce qu'Isabelle a fait là, pour être capable de faire la recherche dans sa propre salle de classe également. Donc, ce n'est pas juste de se demander des questions puis d'essayer certains éléments, mais c'est aussi de dire bien, comment on va vérifier si ça fonctionne et puis d'avoir l'accord là, du comité d'éthique à la recherche. On peut peut-être poursuivre, Isabelle? Alors, vous pouvez quand même ajouter au niveau du Digiban. On pourra y revenir à la fin. Donc, j'aime bien cette citation. Ce n'est pas suffisant qu'une stratégie soit cool, nouvelle, différente. Elle doit, en premier lieu, aider chaque étudiant dans ses apprentissages. Bien évidemment, c'est quand on change notre approche, bien souvent, c'est la nouveauté là, qui est attirante. Mais une fois que les étudiants la vivent, parfois, ça ne répond pas, comme Chantal le disait, nécessairement aux besoins. Alors, au niveau de l'évaluation du changement que j'ai implanté avec les menus, les différentes activités en salle de classe, la technique pour aller voir si ça fonctionne ou pas, dans le fond, c'est un pré-test et un post-test. Donc, au début de la session, dans les 2 premières semaines de cours, je demande aux étudiants d'aller remplir de façon anonyme pour pas que ça ait d'incidence sur les notes, les résultats, un pré-test, donc qui évalue dans le fond leur sentiment d'efficacité à pouvoir effectuer les activités que je vais leur proposer pendant le semestre. Donc, ils ont eu un cours ou 2 où ils ont pu expérimenter un petit peu avec les menus. Là, je leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Et à la toute fin du semestre, donc les 2 dernières semaines, le même questionnaire est envoyé aux étudiants. Et là, on veut avoir vraiment leur appréciation du 14 semaines ou du 13 semaines à expérimenter cette approche-là. Alors, on est allé voir dans les questionnaires des étudiants. Puis, ce qui est ressorti, donc je vous rappelle que le projet est en route depuis l'an passé et se poursuit cette année. Donc, il y a des choses qui sont très positives. Donc, les étudiants adorent l'esprit de pouvoir travailler en équipe, par exemple, en salle de classe. Ils sont plus motivés. Ils sont plus actifs. Donc, contrairement à ce que je faisais auparavant, donner un cours théorique, ils prennent des notes, là, je les amène vraiment à manipuler, exemple, des modèles anatomiques ou à faire des activités numériques. Mais je suis une personne très honnête, fait que je vais vous dire, c'est pas juste du positif. OK? Donc, par exemple, en orange, vous voyez la classe inversée. Ça, c'est un élément, c'est un irritant pour les étudiants. Donc, c'est difficile pour eux, à chaque cours, de faire les lectures préalables. Plusieurs vont me dire aussi, j'ai lu, mais je n'ai pas compris ce que j'ai lu. OK? Donc, ça revient souvent. Et dans certaines activités, comme ils sont laissés en mode autonome, dans certaines d'entre elles, les étudiants peuvent avoir de la difficulté à décoder qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'activité. Fait que ça, c'est sûr que, au fur et à mesure que le projet se poursuit, ça pourrait être des éléments qui seront rectifiés et qui seront améliorés par la suite. Alors là, je vous dis, les résultats qu'on présente, c'est vraiment sommaire. OK? Très, très, très préliminaire, très sommaire. Donc, on a eu 150 pré-tests complétés que j'ai pu aller voir rapidement à l'intérieur. Et le 92, ce sont les post-tests qui ont été complétés. Donc, de la question 1 à la dernière question. C'est sûr qu'il y a une petite différence entre les deux. Je vous rappelle qu'on est encore une fois en train de tester. Donc là, mes étudiants ont fait le pré-test.
mais à l'automne 2025, n'ont pas encore fait le post-test. Donc ça peut expliquer, entre autres, le fait qu'on a 150 versus 92. Alors, le niveau de satisfaction de l'approche au pré-test, quand je leur présente, 93 des étudiants qui ont rempli se disent satisfaits ou très satisfaits, ou encore, ils n'ont pas vraiment d'opinion parce qu'ils ne savent pas dans quoi qu'ils s'embarquent exactement. Puis au post-test, c'est 87. Donc, c'est un peu plus bas, mais c'est encore généralement très, très bon. L'engagement, la motivation, au pré, je vous dirais, c'est nouveau. OK? C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant, donc ils sont très engagés, très motivés. Puis au poste, ce que j'analyse des résultats, c'est qu'après l'avoir mis en place, ils se rendent compte qu'il y a quand même du travail à faire. Fait qu'on voit que le résultat est un petit peu moins bon. C'est sur une échelle de 10. Donc, j'ai pris en considération les 60 et plus. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'opportunité, de comparer avec les notes avant la méthode et après la méthode. Donc, je vois une différence d'environ 7 à 10 sur le résultat final. Donc, la moyenne finale du cours d'anatomie. Donc, sans cette méthode-là, prise de notes, modèle théorique traditionnel, la moyenne était autour, je vous dirais, de 53-55 Puis là, j'ai des moyennes autour du 65 Les compétences ciblées qui sont autres que la biologie. Donc, au pré-test, les étudiants pensent qu'ils vont développer leur capacité numérique, soit celle de se servir d'un ordinateur pour réaliser des activités, pour accéder à de l'information ou pour en créer, donc créer du savoir. Et au post-test, donc une fois qu'ils ont expérimenté l'approche, c'est la culture qui est ressortie comme étant la compétence la plus développée. Et la culture, je vais juste vous lire c'est quoi la compétence, là. Capacité de comprendre la diversité culturelle, de connaître et d'apprécier ses origines, ainsi que les valeurs et les croyances des autres. Donc, alors selon eux, cette approche-là leur a permis de développer. Les activités les plus difficiles sur les menus d'apprentissage, la lecture préalable, les cas pratiques, à chaque fois qu'on demande une réflexion, une compréhension, les amener dans la pratique et non pas la théorie, les directives des activités. Puis je vous dirais, la plupart du temps, ce n'est pas les activités en tant que telles qui ont posé défi, c'est les manipulations informatiques. Alors, les étudiants ne savent pas trop comment utiliser certains outils. Leur sentiment d'amélioration de performance, donc au pré-test, ils disent qu'ils ont le sentiment 81 que ça va améliorer, puis au post-test, 73 pour le moment. Dans notre étude, alors, on a un volet pour valider en salle de classe avec pré-test, post-test anonyme. On a également un volet groupe focus, donc pour aller creuser un petit peu plus, pour voir si nos étudiants ont autre chose à partager ou encore élaborer sur leur expérience. Alors, je vais laisser Chantal prendre la relève puisque je suis le professeur. Alors, éthiquement, je devais me retirer de ce volet-là. Donc, c'est là que j'apparais avec les étudiants et étudiantes. J'ai eu la chance de faire plusieurs groupes focus avec eux. Et donc, comment ça fonctionnait? C'est qu'on leur demandait, j'allais présenter le fait qu'on allait faire des groupes focus sur l'approche et ceux qui étaient intéressés communiquaient avec moi. Et puis, je les rencontrais en groupe pour discuter justement de l'approche et avec un questionnaire là, semi-dirigé là, pour parler de tout ce qu'ils ont vécu. Donc, qu'est-ce qui ressort jusqu'à présent? C'est que les étudiants nous disent que cette approche-là les oblige à faire un travail avant d'être en salle de classe. Donc, par exemple, les lectures. Donc, oui, ça peut être un irritant, mais pour certains, ça leur donne un petit coup de pouce pour dire, il faut que tu fasses quelque chose pour être capable de réussir ton cours. Et ça, pour plusieurs, c'est favorable. Pour d'autres, là, souvent, ils n'ont pas le temps de faire la lecture. Donc, ils m'ont dit, on s'est aperçu que si on ne fait pas les lectures, c'est certain qu'on ne suit plus. On est vraiment en arrière du groupe, là, puis on n'est pas capable de reprendre ce qui se passe.
Ça permet aussi aux étudiants d'avoir accès à différentes stratégies d'enseignement-apprentissage. Donc, parce qu'ils font des choix sur ce qu'ils ont à faire, donc via les menus, comme ma collègue vous le présentait tout à l'heure, ils peuvent décider d'apprendre en manipulant ou d'aller via l'ordinateur faire un petit quiz ou donc ils ont vraiment différents choix. L'aspect numérique, donc des compétences numériques, évidemment, est ressorti. Pour plusieurs, ça a été une difficulté parce que ils ne mobilisaient pas assez les compétences numériques là, pour tout de suite là, savoir, OK, je prends ce petit quiz-là, puis je dois y accéder par tel moyen, puis je dois ouvrir mon ordinateur. Donc, ça a été un commentaire aussi qui est revenu. Par contre, aussitôt qu'ils maîtrisaient comment ça fonctionne, ils aimaient avoir ces possibilités-là. Donc, c'est 3 constats qu'on a pu avoir là, au niveau là, de l'étude jusqu'à présent. Et étant donné que moi, je ne fais pas partie de leur cours, je ne suis pas leur professeur, bien, ils se sentaient plus libres de pouvoir donner des commentaires positifs ou négatifs. Il y avait plus ou moins d'impact sur ce qui se passe, puis sur la note surtout là, qu'ils allaient avoir. Les groupes focus également se déroulaient toujours après la fin de leur cours. Donc, pour permettre qu'ils aient vu là, tout ce qu'ils ont à voir de cette approche. Alors, ça conclut un peu notre projet de recherche. C'est sûr que là, c'est toujours un projet qui est en cours. On prévoit, point de vue communication, de partager les résultats via des revues scientifiques. Mais ça illustre vraiment, encore une fois, les 6 étapes qui se ramènent à la recherche scientifique. Donc, on pose une hypothèse, on fait notre recherche de littérature, on met de l'avant un projet, donc une méthode, une pratique, peu importe. On l'implémente et ensuite, on l'analyse et on fait le partage des informations. Alors, on a prévu une petite période de questions-réponses. On est en attente de vos questions. On espère avoir les réponses. Alors, voulez-vous arrêter le partage d'écran, peut-être? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires ou contributions dans cet échange? Allez-y. Ah, OK. Alors, il y a Simon qui a la main levée. Vas-y, Simon. Oui, bonjour. Donc, j'ai vu que vous aviez monté les menus dans Genially, si je comprends bien. Oui. OK. Et ensuite, les sous-activités, les redirigeaient vers des plateformes extérieures. C'est ça. Ça pouvait être des applications comme exemple Canva, peu importe. OK. Ça pouvait être aussi des documents collaboratifs, comme un Word collaboratif en mode de modification ou encore un Google Docs, si vous voulez. Ouais. Ça peut être aussi un document Word qu'ils doivent télécharger parce qu'à ce moment-là, je voulais que l'étudiant ait sa propre copie de l'activité. Ça peut être aussi des activités en salle de classe. Fait que je leur donne juste la directive. Exemple, si on a des modèles anatomiques en plastique, ben là, je leur dis quoi faire avec leurs modèles anatomiques. OK. Donc, toutes sortes, c'est très varié. Ça pouvait être aussi des quiz. Donc, exemple, un Kahoot. Donc, de ce que je comprends, c'est une classe qui est donnée en présence. Oui. Et OK, ça, c'est pour la consommation du matériel asynchrone, dans le fond. Ça pourrait se faire asynchrone. OK. C'est sûr que, parce que dans le fond, la plupart des activités sont numériques, mais je te dirais que parfois, j'ai l'opportunité de mettre une activité en présentiel, soit équivalente ou qui vient apporter une complémentarité. Donc là, c'est sûr que si on est 100% à distance,
ou en comodal. Les étudiants qui sont à distance, bien évidemment, eux, ne pourront pas faire les activités avec le matériel en salle de classe. Oui. OK. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà exploré c'est une stratégie, on appelle ça une stratégie, SOTL? Une approche. Oui, C'est une la- Une démarche. approche, Ouais, une merci. approche. Mhm. OK. OK. Bon, ben écoutez, questions, commentaires, tout le monde a eu les réponses à ces questions. Merci beaucoup. Merci. Isabelle, merci beaucoup, Chantal. Vous savez, hein, on a des webinaires comme ça à toutes les 2 semaines, ou presque, en tout cas, sauf exception. Alors, vous pouvez rester au parfum de la programmation pour le reste de l'année. Je tiens encore à remercier Isabelle et Chantal de s'être jointes à nous aujourd'hui, de nous avoir offert cette présentation et cette inspiration, hein, quelque part, hein, une réflexion sur une approche. Je vous rappelle, il y a dans le chat un lien vers l'évaluation de l'atelier, un petit peu le questionnaire d'appréciation. Ça nous aide au REFAD à faire des améliorations. Et je veux aussi vous rappeler, il n'est pas trop tard pour vous inscrire au grand rassemblement du REFAD qui est offert aussi bien à distance, donc vous pouvez y participer uniquement en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer à Moncton. Mais pour les autres qui ont le luxe, le plaisir ou la joie de venir vivre l'événement en présentiel, c'est à l'Université de Moncton cette année, les 28, 29 et 30 octobre prochains. Il reste encore de la place, une programmation renouvelée avec des éléments de recherche, des éléments de dialogue sur les enjeux et de collaboration traitant des enjeux et des laboratoires pratiques avec des propositions de nouveaux outils, nouvelles ressources, approches de l'exploration collective. Donc, il y a de tout pour tout le monde. Et je pense que, Élodie, je ne sais pas si tu es capable de mettre le lien dans le chat, mais si oui, on vous invite à venir voir ce qu'il y en est de la programmation. Alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais vous remercier et au plaisir de se voir là. Le prochain, c'est, je ne sais pas c'est quand. Le 22 octobre. Alors, juste avant le grand rassemblement qui est du 28 au 30, sera offert le webinaire qui portera sur le storytelling en formation à distance et qui est offert par Marie-Claude Riverain de Collecto. Alors, au plaisir de vous voir dans 2 semaines et en espérant vous voir lors du grand rassemblement. À bientôt tout le monde et bonne fin de journée.